1841. Et oui, l'écriture d'une ténébreuse affaire que vous allez regarder maintenant est exactement contemporaine de celle des Mémoires de deux jeunes mariés que nous vous avons présentées lors de notre deuxième émission. Pour clôturer ce cycle Balzac, nous sommes entrés dans le sombre, le ténébreux, le clandestin, ce qu'on pourrait appeler la partie la moins avouable de ce que l'auteur de la Comédie humaine nomme les scènes de la vie politique. Là, il s'agit de politique policière. On dirait volontiers aujourd'hui un polar. C'est M. Fouché, maître du genre, qui mène le jeu. On peut s'attendre à tout ce qu'il peut y avoir de sombre dans les aventures humaines. Alors, bien entendu, on sera tantôt dans l'antichambre de l'empereur, et tantôt on sera dans des châteaux dans lesquels on fait des opérations de basse police pour essayer de découvrir des complots royalistes et des conspirateurs cachés. Le chapitre premier, intitulé, non sans une certaine perversité de l'auteur, « Les chagrins de la police », commence ainsi. L'automne de l'année 1803 fut un des plus beaux de la première période de ce siècle que nous nommons l'Empire. On sait les convictions d'Honoré de Balzac. Il n'est pas hostile au chouan, même à un chouan un peu attardé, et que l'on voit apparaître vers ces années 1803. C'est qu'il fait qu'il soigne particulièrement le personnage de Michu. Michu, qu'au lendemain de la Révolution, on appelle volontiers dans la région Judas. Michu, le régisseur de Gondreville, dans le département de l'Aube, où commence l'action. Qui est-il, Michu? Comment est-il? Il y a des gravures des éditions de l'époque qui nous le représentent solide, barbu, moitié Père Hugo, moitié Karl Marx. À vrai dire, plutôt effrayant à regarder. Alors, ce qu'il a de surprenant, c'est qu'il s'est montré un sans-culotte ardent, qu'il a surmonté, vaille que vaille, les avanies d'après Thermidor. Et pourquoi a-t-il fait tout cela? Bien parce qu'il était investi d'une mission sacrée par le maître légitime du château qui lui avait confié ses enfants et lui avait demandé de les protéger dans la tourmente. Il avait donc fait ce qu'il fallait pour cela. Il était demeuré au service du citoyen malin, acquéreur abusif du domaine. Il l'avait servi. Et rien d'étonnant à ce qu'on le retrouve sous l'Empire dès la première image. Le roman, lui, est dominé par la haute figure de Laurence de Saint-Cygne. C'est une cavalière émérite, ennemie irréductible de Napoléon. Elle est aimée de ses deux cousins Simeuse et d'Audsure, et elle épousera le second d'Audsure. Elle est née, cette demoiselle, et elle se comporte comme il convient à une jeune fille d'Ancien Régime. Elle vibre tout entière d'un orgueil légitime et d'une passion qui, je cite Balzac, ne se défend pas d'être pure. Il y a un secret dans le livre, il est aussi dans le film. Je me garderai bien de vous le dévoiler. Vous l'apprendrez à la fin de l'histoire au cours d'une conversation de Solon qui au début paraît tout à fait anodine. Comme c'est le cas presque tout le temps dans Balzac, le roman a été inspiré par un fait divers, mais cette fois un fait divers grave. Il s'agit du rapt du sénateur Clément de Ris sous l'Empire, une affaire elle aussi ténébreuse qui n'a jamais été clairement élucidée. Il ne devait pas déplaire à Balzac de prendre ce prétexte pour dénoncer les agissements de la police impériale. L'enlèvement du duc d'Enghien et son assassinat légal avait dû lui lever le cœur. Il s'était donc lancé avec beaucoup de force dans le récit de cette ténébreuse histoire. Alors, je voudrais un peu vous donner quelques repères dans cette longue affaire à rebondissement. Sachez qu'à la veille de la bataille de Iéna, Laurent surmonta sa répulsion, se rendra au camp de l'ogre de Napoléon pour solliciter la grâce de ses deux cousins. « Ah, un Bonaparte !» dit-elle. En fin de compte, ces allers-retours, ces trahisons, ces espérances, ces enquêtes, ces arrestations, ces supplications, eh bien, il faudra bien qu'il y ait une personne qui paye de sa vie, qui paye gravement toute cette ténébreuse affaire. Alors je crois que vous avez un peu deviné de laquelle il s'agissait, je vous en laisse quand même la surprise. Pour moi, je l'avais vu dès la première image. C'est Jean-Louis Roccoroni qui a adapté le roman et Alain Boudet qui l'a mis en scène. Il nous fait entrer de plein pied dès la première scène dans une atmosphère que je dirais un peu comparable à celle de « Il était une fois dans l'Ouest ». Vous savez, là, il ne s'agit plus du Far West, mais de la terre de Gondreville. Les deux hommes qui montent de l'horizon, dont on voit d'abord la tête, puis petit à petit on va venir aux jambes, sont les deux envoyés de Fouché. Ils se nomment Corentin et Peyrade. Ils sont inexorables comme la destinée.
et ils ont les pleins pouvoirs du ministre de la police. Quand il les voit apparaître dans la forêt, le régisseur de Gondreville fait rentrer les femmes, attrape son fusil et pose la main sur la tête de son fils. Nous quittons donc Balzac sur une ténébreuse affaire, autant dire sur une note très noire. Nous avons joué durant 4 semaines sur 4 notes en tout, très différentes l'une de l'autre. Alors que la comédie humaine, rappelez-vous, en comporte 91. Pour écrire ces 91 histoires, Balzac aura fait appel aux sentiments les plus intenses, l'amour et la haine. L'amour, écrit-il, est en quelque sorte l'or et la haine est le fer de cette mine de sentiments qui gît en nous.